Je remercie Gérald Darmanin, ministre de la Justice, d'être présent ce matin sur le plateau de CNews. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous connaissez évidemment notre amie Charlotte Dornelas, Philippe Bilger, Joseph Massescaron et Thomas Bonnet qui sont avec nous. On va pouvoir évidemment parler de l'actualité judiciaire, mais un mot ce matin, un mot va être commenté toute la journée. Ce mot, c'est submersion. Pourquoi va-t-il être commenté ? Parce qu'entre submersion et grand remplacement, la frontière est tenue. Et j'observe déjà ce matin que certains, avec ce mot, vont prendre un peu de la distance. Madame Yael Braun-Pivet vient de ne pas reconnaître le mot submersion. Il a été employé hier soir par François Bayrou au sujet de l'immigration. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous nous disiez votre sentiment avant, évidemment, d'évoquer l'actualité judiciaire. Vous ne pouvez pas accepter que dans le pays, il y ait des dizaines ou centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. C'est dans cette zone qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Je répète, pour moi, c'est une question de proportion. C'est une question de proportion. Le mot submersion, est-ce que vous le prenez dans votre vocabulaire ? Ben oui, le Premier ministre, il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français, notamment dans certains territoires. Il évoque certaines régions, certaines communes. C'est pas partout pareil sur le territoire national. De difficultés pour faire valoir son identité, évidemment, sa culture et ses règles. Et par ailleurs, je pense que le mot de proportion est le bon mot. Le général de Gaulle le disait déjà il y a bien longtemps. Pour bien intégrer et assimiler des personnes étrangères, dont une partie de ma famille, dont une partie de la famille de la plupart des Français existe par deuxième, troisième ou quatrième degré, il faut qu'une proportion raisonnable d'étrangers soit sur le sol national. Et elle est dépassée ? Aujourd'hui, il y a entre 7 et 9% d'étrangers, ça dépend comment on compte exactement en France, c'est-à-dire à peu près moins de 10% de la population. C'est beaucoup parce que c'est très concentré dans certains territoires, chacun le sait. Dans les Bouches-du-Rhône, en région parisienne, dans les grandes métropoles. Et nous avons du mal, bien évidemment, la République, c'est évident, a du mal à intégrer, à assimiler, à loger, à éduquer, parfois effectivement à expulser. Et puis parfois à être confronté avec une culture, des mœurs, ce que dit Monsieur Bayrou, qui entre en conflit, pourquoi pas, avec la société française. Et alors, ça existe. Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la nature de cette immigration. Quand elle était européenne, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, il y a déjà eu des difficultés depuis très longtemps. Il y a eu des difficultés, des pogroms à Aigues-Mortes. Mais c'était à la fois du travail. Il n'y avait pas de regroupement familial à l'époque. Et par ailleurs, c'était une culture qu'on pourrait qualifier de chrétienne. Donc il y avait des lieux de socialisation, même si évidemment les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Polonais ont connu du racisme et de la difficulté. Mais ils ont fait l'effort de l'assimilation. Ensuite, il y a eu d'autres mouvements migratoires, qu'on pourrait qualifier les mouvements migratoires qui relèvent à la fois du moment de la guerre, post-1945 et surtout après la guerre d'Algérie, et puis des difficultés qui viennent d'une immigration de travail, qui venaient de personnes qui n'étaient pas de culture chrétienne, et qui, par ailleurs, il faut bien le dire aussi, ont connu le regroupement familial. Peut-être un des changements profonds de ce que nous avons connu dans la politique migratoire. Et puis enfin, il y a eu une immigration qui ne relevait pas du travail, qui ne relevait pas de nos voisins immédiats, et qui est revenue soit du droit d'asile détourné, soit du droit d'asile qui n'était pas détourné, soit des réfugiés de manière générale qui viennent pour autre chose aussi que le travail. Donc pour vous dire que d'abord, l'immigration, c'est une longue histoire. Et moi, je pense que le Premier ministre a parfaitement raison d'évoquer non seulement l'identité, mais la proportion des étrangers que l'on peut accueillir sur notre sol pour les loger, pour les intégrer, pour pas qu'il y ait 30 nationalités différentes dans une école de la République, pour qu'effectivement on puisse accepter
ce long travail patient d'apprentissage de notre langue, de notre culture et l'imposition de nos règles. Alors, vous avez dit... Il a eu raison. Pardon, vous avez dit... Quand on emploie le terme sentiment, c'est-à-dire que comme on a employé le terme de sentiment d'insécurité, quand on emploie le terme de sentiment de submersion, alors que vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Ministre, il y a des endroits où il y a effectivement submersion. Non, mais il y a des endroits, évidemment, où les Français constatent que ça ne correspond plus du tout à ce qu'ils ont connu. Ce qu'il veut dire, c'est que on nous a fait le coup du sentiment, c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que dans l'oreille des Français, c'est le coup du sentiment. Ils nous l'ont fait avec l'insécurité. Et puis dans un an, les politiques diront que c'est plus un sentiment, c'est une submersion. C'est ça qui est entendu. Je trouve que l'expression n'est pas heureuse parce que c'est pas un sentiment de submersion. Où il y a submersion, où il n'y a pas submersion. Et on n'a pas de sentiment de submersion, comme on n'avait pas un sentiment d'insécurité. Non, mais attendez. Me semble-t-il. Ne faites pas le procès de tout contre tout. Vous avez un Premier ministre courageux qui, pour la première fois, évoque ces sujets. Exact. Bon, vous pourriez quand même vous en satisfaire. Parce que je m'en satisfais tellement que nous commençons notre émission par ça. Donc le fait que le Premier ministre... Et j'ai dit entre submersion et grand remplacement, il y a une feuille de cigarette. Vous ne vous y attendiez sans doute pas que François Bayrou, un homme centriste, modéré, équilibré, puisse dire au bout d'un mois et demi de nomination à Matignon qu'il y a effectivement une proportion d'étrangers qui ne doit pas être dépassée sur le sol national. On pourrait peut-être ici se dire c'est une avancée. Bon, moi je l'ai longtemps dit quand j'étais au gouvernement, j'étais assez minoritaire à l'époque, je constate que les choses changent. Après, il ne faut pas non plus exagérer de façon considérable les choses. Il y a une grande partie de nos compatriotes étrangers qui s'assimilent très bien à la République parce qu'ils travaillent, parce qu'il y a des mariages mixtes, parce qu'ils deviennent propriétaires, parce que ils comprennent les règles de la République. Et puis il y a une partie, je crois. Mais c'est pas les étrangers le problème, si vous me permettez, c'est les Français. Vous parlez des étrangers. Pardonnez-moi, le problème. Mais si, c'est pas les étrangers. Le souci, c'est les Français comme vous et moi, Monsieur le Ministre, qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont parfois pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes et qui sont en rupture avec notre modèle. C'est ça le problème de la société française. Ce ne sont pas les étrangers, c'est ceux qui sont nés sur le sol de France. Je peux pas vous le dire parce qu'en fait, je traduis tous les gens qui sont en train de nous écouter. Oui, bon. Ils disent, mais bien sûr, c'est pas les étrangers. Monsieur Pro, je pense que je connais un peu les gens qui viennent vous écouter, puisqu'ils m'élisent régulièrement dans ma circonscription. J'ai pas vu que vous étiez élu quelque part. C'est tout. Je veux dire, nous écoute tout le monde. Non, mais ça fait 15 ans que je suis réélu dans chacune de mes élections. À Tourcoing, qui n'est pas la ville la plus facile, vous en conviendrez, où on peut avoir ce genre de difficultés également. Quand nous parlons des EQTF, nous parlons bien des étrangers. Oui. Et à longueur de plateau, on est bien d'accord qu'on met des EQTF à des personnes étrangères. Oui. Il y a donc un premier problème, parce que vous savez, quand on est au gouvernement, et c'est intéressant d'ailleurs que M. Retailleau soit au gouvernement, parce que les LR redécouvrent ce que c'est que le réel. Et le PS devrait sans doute participer à une action gouvernementale parce qu'il redécouvrirait ce que c'est que le réel. Et quand on est de droite, M. Pro, et moi je suis de droite, on a un rapport avec le réel, pas avec l'idéal. On a un rapport avec le réel. Le réel, c'est qu'il y a des étrangers et des Français. C'est comme ça. Pourquoi les gens sont devenus français? Est-ce qu'on a été assez dur à l'époque? C'est une autre question, mais moi je fais de la politique, donc je ne suis pas analyste. Je m'occupe du réel tel qu'il est. Bon. Donc d'abord, il y a les étrangers. La proportion d'étrangers, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas français par définition, qui n'ont pas de binationalité, c'est entre 7 et 9% sur notre sol. Il ne faut pas dépasser une proportion. Et 10% de la population française, c'est beaucoup, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très concentré. Et ce n'est pas la même chose à Tourcoing qu'à Bousbecq dans ma circonscription. Il y a des communes plus petites où il y a moins d'étrangers, il y a des communes où il y en a plus. Pour si on veut assimiler les gens correctement. Et ensuite, il y a la question des Français. Voilà. Ils sont français. Extrêmement important. Bien sûr. Et le fait qu'ils aient une religion différente les uns les autres ne change rien à l'affaire. Mon grand-père était musulman et il portait l'uniforme français, il s'est battu pour la France. On ne va pas lui arracher sa médaille militaire sur sa tombe. Bon, il y a d'éminents évidemment français qui sont juifs, qui sont musulmans, qui sont bouddhistes, qui sont catholiques, qui sont chrétiens. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand on constate tous que sa communauté est plus importante que la communauté nationale, et lorsque ses règles personnelles ou religieuses, parfois idéologiques, l'emportent sur la communauté nationale. Et ça vaut pour les wokistes comme pour les islamistes. Donc, nous avons un double travail à faire, qui est d'abord la reconnaissance de la réalité, c'est ce qu'a fait François Bayrou hier soir, et on peut le souligner, parce que c'est très rare. Les wokistes, ils tuent pas. Hein. Écoutez, vous savez, tout ce qui ressemble à l'idéologie qui consiste à penser qu'on est dans le camp du bien, c'est en général très mortifère. J'avais évoqué des éco-terroristes, je constate que je ne suis pas suivi juridiquement sur cette question,
mais je pense malheureusement que l'avenir me donnera raison. Il y a une forme de séparatisme qui existe dans ceux qui ne veulent pas que les règles de la République universelle d'assimilation s'appliquent. Et le wokisme en est une forme. Voilà. Et après, comme partout, tous les islamistes ne tuent pas. Mais une partie d'entre eux, importante, s'inspire d'une idéologie qui est la séparation avec le corps national. Tout ça pour vous dire que le Premier ministre a eu raison d'utiliser des mots forts, avec son vocabulaire. Moi, je pense que la proportion d'étrangers dans un pays est un débat politique très intéressant. Et que, par ailleurs, là j'ai une différence avec le Premier ministre, et je suis d'accord avec Bruno Retailleau, il faudra bien que les Français soient consultés un jour sur la politique migratoire d'autres pays. Bon, la justice. On va parler évidemment des mineurs délinquants dans une seconde. Mais je voulais vous proposer une séquence qui me paraît folle, sur laquelle, évidemment, vous aurez du mal à vous exprimer, puisque vous ne pouvez pas commenter une décision de justice. Mais nous avons parlé de la fameuse séquence de Schiltigheim il y a quelques mois. Vous avez donc un délinquant qui fonce, et on va revoir cette image, qui fonce sur un policier. Sur un policier. Et je pense qu'on va la voir pendant que je parle. Voilà. Cet homme fonce délibérément sur un policier. C'est un miracle si cet homme n'est pas blessé sévèrement, s'il ne reste pas, pourquoi pas, handicapé à vie, pourquoi pas même s'il ne meurt pas. Décision de la justice française d'hier, 4 mois avec sursis, 150 € d'amende. Alors, moi je suis un citoyen lambda, je vois ça, je me dis deux choses. On est chez les fous, je traduis ça, je me dis mais enfin, c'est pas possible, une moto qui fonce sur un policier, je me dis qui a pris cette décision ? Je me dis pourquoi celui qui a pris cette décision ne parle pas, ne vient pas expliquer, parce que je ne veux pas le juger sans avoir entendu peut-être ce juge précisément. Peut-être a-t-il des motivations que j'aimerais comprendre. Et j'interroge celui qui est au sommet de la pyramide, le ministre de la Justice, et qui va sans doute nous tenir un discours de fermeté qui sera en opposition peut-être avec les juges. Alors vous l'avez dit tout à l'heure que le garde des Sceaux, il ne commente pas les affaires individuelles, mais il peut commenter la justice et son organisation et le code pénal. Bon, c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour ça qu'il y a un ministre de la Justice. D'abord, je voudrais apporter mon soutien aux forces de l'ordre. Un soutien très important, que j'ai toujours porté, quelles que soient les fonctions que j'ai pu occuper, de maire à ministre de la Justice. Parce qu'ils agissent au nom de la loi, sous l'autorité des procureurs de la République. C'est-à-dire sous l'autorité, un peu quand même, du garde des Sceaux. Et donc, qu'à chaque fois qu'on s'en prend aux forces de l'ordre, on s'en prend à la République, à la justice. Deuxièmement, ce que font les juges, les magistrats, c'est qu'ils appliquent la loi. Donc qu'un magistrat puisse prendre cette décision, c'est que le Parlement, le gouvernement, malheureusement... il était jugé pourquoi, par exemple ? A pris des dispositions... Quelle est la qualification quand tu fonces sur un policier avec une moto ? Là, en l'occurrence, c'était blessure involontaire. Pourquoi ça a été qualifié comme tel, je ne le sais pas. Et je ne vais pas le commenter. Vous trouvez que c'est involontaire ? Enfin, je ne sais pas, attendez, monsieur ça Pro, défie. Pro, si vous souhaitez qu'on ait une conversation comme dirait Paul VI, il faut que je vous réponde, sinon on ne va pas y arriver. Bon. Comme dirait donc, Paul VI. Qu'est-ce que Paul... parce que s'il invite l'Église à la conversation et pas au monologue. Donc voilà. Non, mais moi, je vous pose des questions. Les blessures involontaires, vous trouvez que c'est une blessure involontaire ? Vous me posez des questions, je vais essayer d'y répondre. C'est une blessure involontaire. C'est un moment assez grave pour qu'on puisse essayer d'avoir une pensée de plus de 15 secondes. Ce que je pense, c'est que les textes de loi ne sont pas assez fermes. Je l'ai toujours dit. Et à l'époque, j'avais proposé déjà une modification pour les refus d'obtempérer, qui sont en fait, je le pense, des tentatives d'homicide pour une grande partie d'entre eux. Voilà, donc je pense qu'il faut modifier la loi, et c'est très important de le faire. Je n'avais pas réussi à le faire quand j'étais à l'intérieur. Je souhaiterais qu'on puisse le faire au ministère de la Justice. Deuxièmement, je ne sais pas si quelqu'un a fait appel, le parquet, le policier victime, donc on verra bien. Hein. On verra bien s'ils font appel, parce qu'il se peut qu'une partie des appels infirme les décisions de première instance, vous le savez. Et troisièmement, les volontés jusqu'à présent des gardes des Sceaux n'étaient pas de considérer que les forces de l'ordre devaient être particulièrement suivies, protégées par les procureurs de la République. Donc la circulaire de politique pénale que j'ai prise hier évoque par 2 fois sur 3 pages, la protection que nous devons collectivement à tous ceux qui représentent l'État. Évidemment les forces de l'ordre en premier, les surveillants de prison, les magistrats, les élus. Parce que quand on dit aux procureurs de la République qu'en premier lieu, ils doivent protéger ceux qui nous protègent, on a sans doute à la fin, je ne parle pas de cette affaire particulièrement, mais en général, des réponses beaucoup plus fermes. Quand on ne leur dit pas et qu'on préfère s'intéresser à d'autres priorités de politique pénale, il faut
pas, même si tout ça n'est pas très automatique, il ne faut pas s'étonner que comme l'exemple ne vient pas d'en haut, on n'y arrive pas. Donc la circulaire de politique pénale que j'ai prise hier, elle n'a pas de doute, elle fait 3 pages. Je vais d'ailleurs la publier aujourd'hui intégralement. Elle est écrite en français compréhensible par tout le monde. Elle parle, 1, du narcotrafic, 2, des violences contre les personnes, qu'il s'agisse du jeune Ethias qui a subi cet assassinat ignoble et insupportable, qui nous révolte tous, comme des forces de l'ordre. Je retiens que vous pourriez qualifier l'image qu'on vient de voir comme une tentative d'homicide. Moi, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas procureur et je ne suis pas magistrat. Mais si je n'a pas besoin d'être à enquêteur pour avoir un jugement sur cette image. Si je n'ai pas besoin d'enquêter beaucoup. Non, mais si je participe, si vous me permettez. Mais heureux que vous êtes. Je pense que les solutions sont plus complexes que ça quand on est en responsabilité politique. Mais vous avez raison de dire que ma volonté personnelle, et donc j'espère demain du législateur, c'est de protéger bien plus ces policiers et les gendarmes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce qu'on entend souvent sur le terrain. D'abord, le travail que vous aviez fait à Beauvau avait été salué par les policiers. Ils avaient le sentiment que vous les défendiez. Ce qui n'était pas Mais ce n'est pas un sentiment. Vous voyez, oui. Vous utilisez vous-même le mot de sentiment. Voilà. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Voilà. Ce n'était pas un sentiment, c'était une réalité, monsieur le ministre. Et il nous le disait, et il me le disait en tout cas. Bon. La justice pour les délinquants, pour les mineurs, pardonnez-moi. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'un jeune homme de 16 ans, 17 ans, aujourd'hui, c'est un majeur. Il est fabriqué, il est construit comme un majeur et que toutes les lois qui existaient depuis de nombreuses années, il faut les changer. Donc là, il pourrait y avoir une proposition de loi pour que les mineurs soient jugés comme des majeur, c'est ça l'idée. Et si ça avait été le cas, je disais tout à l'heure que ces 2 jeunes gens ils avaient été présentés à un juge en octobre pour une autre affaire. La loi ne permettait pas la comparution immédiate. Et puis il y a cette loi que je trouve complètement folle, c'est-à-dire la césure pénale. Il y a une procédure en 2 temps. Tout ça est grotesque. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Tout ça est grotesque. C'est-à-dire que tu prends un gosse de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il a fait quelque chose de très grave, il est en comparution immédiate et il est en prison pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est ça qu'il faut faire, me semble-t-il. Et la loi peut changer ces prochains temps. Alors, évidemment, l'assassinat de ce jeune homme qui sort du foot, ça peut être tous nos enfants. Elle est évidemment ignoble et elle n'a pas d'excuse. Voilà. Donc, évidemment, il y a défaillance générale de la société, comme vous l'avez dit dans votre introduction, je le partage. Ça, c'est le réel, le constat. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je pense qu'on aura l'occasion de le faire avec un peu plus de recul, mais ce que je comprends, ce sont 2 jeunes mineurs, vous évoquez tout à l'heure des gosses, qui, il y a plus d'1 an et demi désormais, l'un d'entre eux notamment a été condamné pour avoir fait plus de 6 faits d'extorsion avec violence. Ça, c'était en 2023. Il a eu une mesure dite d'assistance éducative. Il faut quand même que vous sachiez que dans le droit français constitutionnel, donc là il ne s'agit pas d'une proposition de loi, on a signé, et c'est la convention la plus signée au monde, une convention européenne des droits de l'enfant, des mineurs, qui prévoit que l'éducatif prime sur le répressif. Là, on n'est plus sur des enfants. Non, mais je dis juste que les mineurs, jusqu'à présent, dans la Constitution française, c'est moins de 18 ans. Bon, ça peut changer. En tout cas, là, je n'ai pas la majorité au Congrès pour le faire immédiatement, comme dirait M. Retailleau, et on va faire des choses pratiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats politiques à avoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour que les Français comprennent ce qu'on raconte, le droit oblige les juges à faire d'abord de l'éducatif avant le répressif. Il y a une mesure dite d'assistance éducative qui consistait notamment à suivre un certain nombre d'éducations, de rééducations qui a manifestement manqué dans la vie de cet auteur. Manifestement, il y a eu un problème de parents, d'autorité, d'éducation de manière générale. Mais bref, la justice doit régler ce problème puisque la société n'a pas réussi à le régler. Et ce qui est scandaleux, ce n'est pas tellement la mesure d'assistance éducative, en fait, Monsieur Praud, de ce que j'en vois, c'est qu'elle n'a pas été respectée. Et il n'y a pas dans le droit français, et là on peut tout à fait le faire indépendamment de la Constitution, de sanctions quand la mesure d'assistance éducative n'est pas respectée. Par exemple, dans la mesure d'assistance éducative qui était prévue, c'est qu'il ne devait pas retrouver son copain, Oui. et il ne devait pas être en contact avec son copain. Ils habitent dans la même... Non, mais attendez. Au même endroit ? Non, mais c'est un autre sujet sur lequel j'aborderai. Mais d'abord, ils ne doivent pas se retrouver avec son copain dans la rue. Premièrement, d'abord, les policiers ne pouvaient pas le savoir. Ce n'est pas inscrit au fichier des personnes recherchées s'il y avait eu un contrôle de police. Et normalement, ça arrive tous les jours qu'il y ait des contrôles de police. Il n'est pas inscrit dans les fichiers du ministère de l'Intérieur que ces 2 personnes ne devaient pas se rencontrer. Donc, ils n'auraient pas pu même constater l'infraction qui consiste à ne pas respecter la décision du juge. Quand bien même vous la contesteriez sur son quantum de peine. Deuxièmement, il n'y a pas de sanction. Donc moi, d'abord, je suis pour, très rapidement,
qu'on prenne des sanctions quand ces mesures d'assistance éducative ne soient pas respectées. La PJJ, la protection de la jeunesse, avait signalé qu'ils ne respectaient pas. La justice a fait son travail, la protection de la jeunesse a fait son travail, elle n'a pas signalé. Donc il y a une proposition de loi en effet qui arrive le 13-14 février. Je proposerai qu'il y ait des sanctions et que ces sanctions soient évidemment le centre éducatif fermé, c'est-à-dire une forme d'incarcération, voilà, de privation de liberté, lorsqu'on ne respecte pas la première mesure du juge. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, en octobre, ils ont recommencé, en octobre 2023. Et ils ont été présentés devant un juge. Le parquet, à l'époque, avait demandé l'incarcération. Il n'avait pas été suivi manifestement a priori, puisqu'on a reporté à plus tard, la décision de justice. Alors ça, donc, ça m'intéresse. Pardonnez-moi, mais la personne qui a décidé... Alors ça, c'est une information que vous donnez. On marque juste une pause, monsieur le ministre. Pardonnez-moi, parce que c'est à 9h23. Je salue Thomas Hill. C'est le carillon d'Europe 1. On fait cette transition le plus rapidement possible.